Voici un exercice pour s'entraîner à identifier et à expliquer les figures de style. Voici la consigne. Tu vas lire des extraits de textes différents. Tu devras à chaque fois identifier la ou les figures de style et en expliquer la portée, c'est-à-dire pourquoi l'auteur les a employées, à quoi elles servent, quel effet elles vont produire sur le lecteur. Attention, il est possible qu'un texte ait plusieurs figures de style. On commence par 3 phrases extraites du Cid, donc pièce de théâtre écrite par Pierre Corneille. Va, cours, vole et nous venge. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène. Allons mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout il faut perdre Chimène. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et réfléchir pour identifier dans chacune de ces phrases la figure de style. La correction va apparaître. Va, cours, vole, c'était une gradation. Donc on va du sens le plus léger au sens le plus fort. Ensuite, mon père est l'offensé et l'offenseur le père de Chimène, c'était un chiasme. Donc on reconnaissait la construction en miroir ABBA et on voit bien que mon père et le père de Chimène sont les termes qui vont mettre en valeur les 2 mots de sens contraire, offensé, offenseur. Donc cette figure de style permet de faire ressortir le dilemme dont Rodrigue est victime, à savoir est-ce que je défends mon père puisqu'il est l'offensé ou est-ce que je m'en prends au père de ma bien-aimée. J'ai oublié de dire dans la phrase précédente, la gradation montrait l'empressement du père de Rodrigue pour qu'il aille le venger justement contre le père de Chimène. Et dans la dernière phrase, allons mon bras, c'était une synecdoque, donc c'est-à-dire on emploie seulement une partie pour désigner l'ensemble. Donc Rodrigue s'adresse à lui-même et il n'emploie que le terme bras puisque c'est la partie qui va tenir l'épée et qui va lui permettre de venger son père, alors qu'il s'adresse à lui-même en entier. Texte 2. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Donc pareil, tu mets la vidéo sur pause, prends ton temps, il y a plusieurs figures de style dans ce texte. La correction va apparaître. Alors, on commençait par une personnification. Donc la robe de pourpre, les plis de sa robe pourprée et son teint, en parlant de la rose. Donc elle a des attributs qui sont réservés normalement aux êtres humains. Sa robe de pourpre était une métaphore. Et enfin, cette strophe se terminait par une comparaison, son teint au vôtre pareil. Donc on voit que la rose est assimilée à un être humain et plus précisément à la jeune femme à laquelle Ronsard s'adresse. Et enfin, la dernière strophe contenait une métaphore filée. Donc on va comparer cette fois-ci la femme à une fleur, donc avec fleuronne, verte nouveauté, cueillez, cette fleur, etc. Et on a à nouveau une comparaison pour assimiler la femme à une fleur. Donc comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Donc on voit bien un effet de parallèle, l'idée que ce qui est vrai pour la rose sera vrai pour la femme. Donc une parfaite harmonie, et donc il va falloir écouter le conseil du poète et se laisser aller à l'amour tant que la beauté est encore là, la jeunesse est encore là. Texte 3. Le pré est vénéneux mais joli en automne. Les vaches y paissant, lentement s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Tu mets la vidéo sur pause, tu réfléchis, ce texte est assez similaire au texte 2. La correction va apparaître. Alors, ce n'était que des comparaisons. Le colchique, couleur de cerne et de lilas. Donc le colchique, j'ai mis une photographie en bas, donc c'est une fleur que l'on trouve dans les prés en automne, le colchique d'automne, qui a effectivement cette couleur violet très claire, parme, donc de la même couleur que le lilas. Donc là on a une comparaison, une double comparaison, dire que le colchique a à la fois la couleur des cernes des yeux et la couleur d'une autre plante, le lilas.
tes yeux sont comme cette fleur-là. Donc cette fois-ci, on compare les yeux à cette fleur, comme on avait dans le vers précédent. Violâtres comme leurs cernes et comme cet automne. Donc à nouveau une double comparaison. Tes yeux sont comme la fleur, ils en ont la même couleur. Et comme cet automne, il y a l'idée de mort qui s'approche. Donc on avait un peu le même système que dans le texte précédent, à savoir une harmonie entre la fleur vénéneuse et les yeux de la femme aimée, et donc de l'amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dernier vers « Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne », donc comme si les yeux eux-mêmes contenaient du poison, que le sentiment amoureux allait déclencher la mort. Texte 4. Tous les chemins vont vers la ville. Du fond des brumes, là-bas, avec tous ses étages et ses grands escaliers et leurs voyages, jusques au ciel, vers de plus hauts étages, comme d'un rêve, elle s'exhume. Là-bas, ce sont des ponts tressés en fer, jetés par bonds à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que dominent des faces de gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs, ce sont des toits et des pignons, en vol plié sur les maisons. C'est la ville tentaculaire, debout, au bout des plaines et des domaines. Donc, tu mets la vidéo sur pause. À nouveau, il y a plusieurs figures de style dans ce texte. La correction va apparaître. Donc on avait d'abord une hyperbole, les escaliers et leur voyage jusque au ciel. Évidemment, c'est une exagération, ce n'est pas possible. Elle s'exhume comme d'un rêve, comparaison, grâce à l'outil de comparaison comme. Ensuite, on avait l'anaphore avec 4 fois ce son en début de vers. Et on terminait par une métaphore, c'est la ville tentaculaire. Donc la ville va être assimilée à une créature qui aurait des tentacules. Et d'ailleurs, la fin de ce poème se termine avec à nouveau la métaphore de la pieuvre, où la ville est assimilée à un monstre, une pieuvre qui va tout détruire. Texte 5. Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie, enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste? Une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon? Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause à nouveau et réfléchir tranquillement. La correction va apparaître. Alors, il s'agissait d'une accumulation. Donc, on va avoir une liste d'adjectifs au superlatif relatif qui produit une hyperbole. Donc, la chose la plus étonnante, la plus surprenante parmi toutes les nouvelles que l'on pourrait annoncer. Alors, on a déjà une petite idée de la nouvelle que Madame de Sévigné va annoncer, puisqu'on relève aussi 2 antithèses. La plus grande et la plus petite, la plus rare et la plus commune. Donc peut-être que la nouvelle qu'elle va annoncer n'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Et effectivement, elle a écrit pour annoncer la nouvelle d'un mariage d'un membre de la famille royale. Texte 6. Les flocons d'écume, volant de toutes parts, ressemblaient à de la laine. Subitement, une grande clarté se fit, la pluie discontinua, les nuées se désagrégèrent, le vent venait de sauter, une sorte de haute fenêtre crépusculaire s'ouvrit au zénith, et les éclairs s'éteignirent. On put croire à la fin. C'était le commencement. Un éclat de foudre donna le signal, l'ouverture pâle du zénith se ferma, une bouffée d'averse se précipita, tout redevint obscur, et il n'y eut plus de flambeau que l'éclair. La sombre attaque arrivait. Une puissante houle, visible dans les coups sur coups de l'éclair, se leva à l'est, au-delà du rocher. Elle ressemblait à un gros rouleau de verre. Elle était glauque et sans écume, et barrait toute la mer. Elle avançait vers le brise-lames. En approchant, elle s'enflait. C'était on ne sait quel large cylindre de ténèbres roulant sur l'océan. Ce bélier se jeta sur le brise-lames. Le choc fut rugissant. Tout s'effaça dans de l'écume. À nouveau, il y a plusieurs figures de style dans ce texte. La correction va apparaître.
Les flocons d'écume, c'est une métaphore. Par contre, ressembler à de la laine, c'est une comparaison puisqu'on a l'outil de comparaison ressembler à. Un peu plus loin, une sorte de haute fenêtre crépusculaire, donc les nuages vont avoir un endroit où c'est creux, et donc ce serait comme une fenêtre qui laisserait apparaître la lumière. Donc c'est une comparaison. On put croire à la fin, c'était le commencement. C'est une antithèse qui met en valeur le fait que, a priori, cette petite fenêtre laisse présager que c'est la fin de la tempête et que ça va aller mieux, mais au contraire, on voit que la tempête n'en est qu'au début. On pouvait aussi accepter Donna le signal comme attaque, comme une personnification, montrer que la tempête serait en train de jouer un mauvais tour et qu'elle attaque les êtres humains qui sont au bord de la mer. Il n'y eut plus de flambeau que l'éclair, métaphore. Elle ressemblait à un gros rouleau de verre, comparaison. On ne sait quel large cylindre de ténèbres, métaphore. Et ce bélier, à nouveau, métaphore. Donc toutes ces figures de style servent à nous montrer la tempête comme une force naturelle démoniaque qui attaque avec méchanceté les êtres humains. Texte 7. L'âne, le lapin devenu grand. Le cochon, tu es ventru comme une groseille à maquereau. Les grenouilles, elles sautent de l'herbe comme de lourdes gouttes d'huile frite. Elle se pose, presse-papier de bronze, sur les larges feuilles du nénuphar. Le ver luisant, cette goutte de lune dans l'herbe. Le papillon, ce billet doux plié en deux, cherche une adresse de fleurs. Donc là, ces extraits de poésie sont un petit peu plus simples que les textes précédents. Normalement, ça ne doit pas te poser problème. La correction va apparaître. Le lapin devenu grand, c'est une métaphore. Tu es ventru comme une groseille à maquereau, comparaison, comme de lourdes gouttes d'huile frite, comparaison à nouveau, alors que presse-papier de bronze, c'est une métaphore. Pareil pour cette goutte de lune dans l'herbe. Le papillon, lui, est une métaphore filée, parce qu'on va avoir billet doux et un peu plus loin, une adresse. Et enfin, texte 8. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Alors, j'ai coupé, mais entre le début de la fable et la fin, chaque animal va comparaître, va expliquer ce qu'il aurait pu faire pour déclencher cette maladie. Et enfin, l'âne parle en dernier et avoue qu'il a mangé de l'herbe. Et du coup, tous les animaux lui tombent dessus en considérant que c'est lui le plus coupable, le plus criminel et qu'il va falloir sacrifier pour apaiser la fureur du ciel. Attention, il y a un certain nombre de figures de style dans ce texte, donc concentre-toi bien. La correction va apparaître. Donc on démarre par une périphrase. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Donc il ne nomme pas tout de suite la peste, il va le faire seulement après. Donc là, la périphrase sert à mettre en valeur justement le côté destructeur de la peste et à quel point elle va être vécue par les animaux comme une punition céleste. On pouvait relever éventuellement comme hyperbole capable d'enrichir en un jour l'Achéron. Donc souviens-toi, l'Achéron, c'est le fleuve des enfers que les morts vont emprunter pour rejoindre les enfers. Donc on peut le considérer comme une hyperbole dans la mesure où la peste ferait énormément de morts au tel point d'enrichir en un seul jour ce fleuve. Faisait aux animaux la guerre, c'est une personnification, donc comme si la peste était capable de réfléchir et de mener une stratégie guerrière pour punir les animaux. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue, donc personnification, déjà le loup aurait comme métier clair, et il fait une harangue, donc un long discours visant à convaincre quelqu'un.
Ensuite, on a une accumulation, ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal, afin de charger le plus possible l'âne, pour bien montrer que c'est lui le coupable, celui qui va être désigné pour expier les péchés des autres. Pécadille capendable, c'était une paronomase, c'est-à-dire qu'on entend quasiment les mêmes sons, donc pe, que, de, pécadille capendable, et cette paronomase oppose deux termes qui sont très différents. Une pécadille, c'est une broutille, c'est une petite bêtise, c'est pas grand-chose, alors qu'un cas pendable, c'est un cas qui mérite la peine de mort, la pendaison. Donc la paronomase montre que ces termes ont des sonorités qui sont proches, mais au contraire, au niveau du sens, désignent des choses complètement opposées. Donc la pécadille de l'âne est un cas pendable. Et enfin, il y avait une antiphrase, manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable, rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. Donc c'est-à-dire qu'on ne pense pas, le fabuliste ne pense pas sincèrement ce qu'il dit, mais ça permet de mettre en valeur l'injustice dont l'âne va être victime, dire que lui qui n'a fait que manger de l'herbe a commis le pire crime de tous, et donc ce crime va lui valoir la peine de mort. Cet exercice est terminé. N'hésite pas à revoir la leçon régulièrement et à te faire des fiches puisque tu dois connaître toutes ces figures de style pour l'entrée en seconde. N'oublie pas que quand tu relèves une figure de style, il faut aussi en expliquer les effets sur le lecteur et donc expliquer pourquoi l'auteur emploie cette figure de style, à quoi ça va lui servir. Merci de ton attention et bon courage!